Je suis extrêmement ravi de recevoir un invité hors norme, Rami Baïté. Bonjour. Bonjour Patrice. Je ne sais pas comment te présenter. En fait, je vais te présenter comme un homme avec de grandes valeurs, de simplicité, de proximité, de volonté, d'optimisme. Tu as été CEO de Carrefour France et aujourd'hui CEO au monde d'une entreprise incroyable qui fait plus de 20 milliards, Morrisons à Manchester. C'est ça ? Absolument. Donc effectivement, j'ai travaillé dans cette belle société française Carrefour qui m'a formé. Et à partir du 1er novembre prochain, je m'apprête à prendre la direction de la société Morrisons. C'est à Bradford exactement, donc pas très loin de Manchester. Alors, pourquoi tu as décidé de partir? Parce que 28 ans, si je ne me trompe pas, hein, tu es rentré. D'ailleurs, raconte-nous un petit peu comment tu es rentré chez Carrefour. Je suis rentré chez Carrefour à la fin de mes études universitaires. J'avais un stage à faire et donc j'ai choisi Carrefour pour faire mon stage. Et mon stage consistait à passer les commandes à la main. Et j'ai décidé de ne pas continuer à passer la commande à la main tous les jours en passant 3 heures avec une gomme et un crayon. J'ai écrit un algorithme très simple sur un ordinateur qui m'a permis d'automatiser cette commande, de passer de 3 heures par jour à 3 secondes. Et donc, ça m'a beaucoup aidé pendant mon stage, mais aussi les collègues autour de moi m'ont demandé d'utiliser cet algorithme, et puis ainsi de suite, le magasin, la France et toute la société Carrefour. Donc, ce qui m'a valu effectivement une proposition de rester chez Carrefour en tant qu'adjoint chef de rayon. Et après toute la progression qu'on sait jusqu'à CEO Et France. donc, effectivement, après, étage par étage, jusqu'à l'étage du CEO du pays le plus important du groupe Carrefour, donc la France. Alors, pourquoi tu as décidé de partir? Ce n'est pas une décision très, très facile, on ne la prend pas en 2 secondes. Tout au long de ma carrière, j'ai progressé, j'ai continué à apprendre. J'ai ce besoin en moi qui est un besoin profond de continuer à apprendre, continuer à progresser, continuer à sortir de ma zone de confort et d'élargir ma zone de confort. Et donc, après 3 belles années passées en France et les résultats qui sont brillants donc pour notre société, eh bien, il y a cette offre qui s'est présentée à moi et donc j'ai décidé de la prendre pour encore m'enrichir, travailler avec un board directement, travailler avec des centres de production, donc encore enrichir mon savoir-faire et élargir mon expérience pour l'avenir. Ce moment de bascule, il n'est pas facile quand même. C'est jamais facile de quitter une société après 28 ans, mais en même temps, c'est facilité par les centaines de messages d'encouragement et d'amour que j'ai reçus de la part de mes collègues et de mes collaborateurs. Et c'est vrai que c'est un trésor pour moi de savoir que j'ai laissé quand même mon empreinte dans cette belle boîte française. Je disais, tu es un homme de valeurs, et de grandes valeurs. C'est quoi les valeurs que tu vas inculquer chez Morrisons? Je pense sincèrement qu'on a beaucoup de valeurs en commun entre Morrisons, je dirais même Ken Morrison, c'est la personne, le fondateur, c'est Leclerc donc de Morrisons, c'est le fournier de Carrefour, et en toute humilité, et moi-même. La valeur de l'honnêteté, la valeur du service, la valeur de satisfaction client, du développement des équipes. Tout ça, ce sont des valeurs que nous partageons. La transmission, c'est quelque chose aussi, je sais, de très important pour toi. Transmettre à tes équipes. Le savoir-faire et le faire savoir, pour moi, est une priorité parce que je considère que nous avons un rôle, nous, leaders et dirigeants, qui est de transmettre, de former, d'informer, de former et de préparer les générations à venir, effectivement, à poursuivre le chemin. Alors, génération à venir, si tu avais un conseil aux jeunes qui nous regardent, hein, tu leur dirais quoi quand ils veulent entreprendre, quand ils veulent aller dans la distribution? C'est des métiers qui sont aussi difficiles. Hein? Je leur dirais ce que je me dis à moi-même tous les matins. Je me dis déjà bonjour et passe une belle journée. Déjà, un esprit positif. Et ne laisse pas quelque chose dans la journée abîmer ton moral. Donc ça, c'est le premier conseil que j'applique à moi-même tous les jours. Le deuxième conseil, c'est le travail. Et ne croyez pas en la fatalité. Moi, je ne crois pas à 1% dans la fatalité. Je considère que chaque problème a 2 solutions. Maintenant, les solutions, il faut aller les chercher.
Et des fois, il ne faut pas prendre la route droite, il faut prendre des petits chemins, etc. Et des fois, ce n'est pas facile. Croyez en vous. Si les autres voient que vous croyez en vous, ils vont finir par croire en vous. Mais ils ne vont pas croire en vous avant que vous-même, vous ne croyez pas en vous-même. Donc voilà mes 3 conseils que j'applique et que je partage avec ceux qui nous écoutent. Alors c'est le moment de la nouvelle génération. Bonjour John. Bonjour Patrice, bonjour Rami. Bonjour. La question du jour, la traçabilité n'a jamais été aussi importante pour les jeunes consommateurs. Que fait Morrison pour rassurer ses clients? C'est sûr que les jeunes générations aujourd'hui, elles veulent savoir d'où vient le produit, est-ce que c'est un produit bon à manger avant de le consommer. Morrison a cette particularité unique en Europe qui est d'avoir ses propres centres de production. Nous avons 19 centres de production et nous produisons nos propres produits, ou l'essentiel, la majorité de nos propres produits. Donc les usines appartiennent à Morrison, les employés, ce sont des employés de Morrison, et du champ jusqu'à la table, tout cela est suivi aujourd'hui par les salariés de Morrison. Donc au-delà d'un cahier des charges qu'on peut donner à un fournisseur, c'est vraiment des employés internes de Morrison qui gèrent cela. Et donc à travers chaque maillon de la chaîne, nous avons un paramètre de traçabilité afin de garantir la terre qui est utilisée ou le produit qui est utilisé, les matières premières, les ingrédients, etc. Et de rassurer le consommateur par rapport à la qualité des produits qu'il consomme. Ami BT, la responsabilité, c'est vraiment le mot qui te caractérise le mieux, avec tes valeurs que tu portes infiniment. La fiabilité. Un immense merci à toi aussi, Patrice. Merci, John. À très bientôt. Merci à tous. Merci. Je suis ravi de recevoir Jean-Philippe Gontier avec moi, président fondateur CEO chez les entrepreneurs Le Berry. Bonjour à toi. Bonjour Patrice. Alors les Le Berry, c'est la région d'origine. Les entrepreneurs, c'est la plateforme de financement participatif que j'ai monté avec un associé principal et maintenant bientôt presque 8 ans. On met en relation des investisseurs avec des porteurs de projets qui souhaitent développer leur propre entreprise. Alors l'entrepreneuriat pour toi, ça signifie quoi? Déjà, c'est savoir s'entourer parce qu'on part de l'ivresse de la page blanche au départ. Après, il faut savoir convaincre tous ceux qui doivent travailler avec nous. Et ensuite aussi savoir écouter parce que forcément, on construit les solutions dans la durée. Alors le financement participatif, c'est un changement profond. C'est un changement durable, je pense, dans la tête des gens. C'est la manière de financer l'économie réelle ou c'est un effet de mode? Alors, déjà, ça n'existait pas il y a une dizaine d'années en France. Ça fait juste 10 ans que c'est créé. Ça remonte à 2008 à peu près pour les États-Unis, puisque c'est suite à la crise financière de 2008 que les gens ont voulu savoir dans quoi ils investissaient, donc pouvoir avoir un lien direct avec l'entreprise dans laquelle ils ont choisi d'investir. Nous, ça fait 10 ans que ce système existe, avec une réglementation qui évolue aussi au fil de l'eau. Et aujourd'hui, je pense que c'est vraiment prévu pour durer, parce que tout simplement, on fait 2 milliards d'euros de financement en 2022, ce qui est quand même pas négligeable, par rapport à un écosystème qui n'existait pas il y a une dizaine d'années. Avec des résultats, tu peux en parler? Tout à fait. Les résultats sont assez colossaux, puisqu'on permet de développer des secteurs d'activité, notamment je dirais, le marché de l'immobilier qui a été, je dirais, très porté par le financement participatif, notamment les promoteurs et les marchands de biens qui voient un axe de développement complémentaire à ce que proposent les banques. Alors, tu as plusieurs salariés? Oui, une quinzaine. Comment tu fais pour attirer les talents? Alors, tout d'abord, je crois qu'on devient un talent. Disons qu'au départ, on a des étudiants qui, au départ, forcément, au-delà des aspects rémunération et autres, cherchent à avoir une expérience aux côtés d'un entrepreneur. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et il faut beaucoup les valoriser. Il faut passer du temps avec eux, les amener à, je dirais aussi, trouver leur voie dans l'entreprise. Comme on n'a pas forcément des structures très grandes, il faut parfois créer les postes, bouger les lignes par rapport à des structures qui sont peut-être très codées. Comment tu les fidélises? Eh bien, tout simplement, en passant pas mal de temps aussi avec eux sur le terrain, en allant leur proposer aussi des évolutions de poste, en les responsabilisant au fil de l'eau par rapport à leur fonction initiale. Ce projet, c'était à refaire.
on ferait la même chose, mais avec l'expérience acquise. Parce qu'effectivement... Qu'est-ce que tu as appris, y compris de tes échecs, des réussites, etc. Je pense qu'il faut savoir être patient. Quand on est entrepreneur, on voudrait que tout soit vite fait, que tout soit prêt. Et il faut savoir aussi être patient, que le talent et aussi la réussite, ça se travaille. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est acquis dès le départ. La transmission, la jeunesse, c'est quelque chose qui est très important pour toi. Tout à fait. Je mets beaucoup de temps, encore une fois, à accompagner mes équipes pour justement faire en sorte que l'entreprise que j'ai créée un jour puisse, je dirais, continuer, perdurer par d'autres que moi. Alors justement, beaucoup de jeunes se posent des questions, comme vous le savez. C'est le moment de la question nouvelle génération. Bonjour John. Bonjour Patrice, bonjour Jean-Philippe. Bonjour. La question, à l'heure actuelle où le secteur immobilier est complètement bouché, est-ce pour vous une opportunité afin de trouver de nouvelles cibles? Oui, tout à fait, parce que les banques, en fait, pendant longtemps, ont vraiment complètement noyauté ce marché de l'immobilier. Les plateformes ont permis quand même d'élargir le spectre de financement possible. Donc, nous sommes vraiment une solution aussi pour passer la crise, puisqu'on peut aussi mettre en place des solutions de portage d'opérations, ce qui fait que pendant un certain temps, on va dire que le marché doit se réajuster, et puis nos opérations peuvent sortir au bout de 18-24 mois, une fois que l'orage est passé. On connaissait les entrepreneurs, on connaissait les intrapreneurs, on connaît maintenant les entrepreneurs. Merci beaucoup Jean-Philippe Gontier. Merci. Merci Jean-Philippe. La créativité, l'innovation, le design. Ah là, on va être gâté avec Thibaut Saguez, le directeur général de Saguez & Partners. Bonjour Thibaut. Bonjour Patrice. Plaisir parce que tu diriges toi une agence, j'allais dire une entreprise, une ETI familiale de design global des différentes marques. Et ça veut dire quoi en fait le design pour et chez Saguez? C'est une très très bonne question parce qu'on peut souvent faire l'amalgame. Le design, on peut y mettre beaucoup de choses. Et nous, en fait, il y a une phrase qui est quelque part notre mantra depuis une vingtaine d'années, c'est que le design, il n'est pas là que pour faire joli. Et dans cette phrase, tout est dit. C'est d'abord être tourné vers l'utilisateur. En fait, le design, c'est d'abord une éthique. C'est être au service des gens, que ce soit le client, que ce soit le consommateur, le citoyen, le collaborateur en entreprise. C'est de rendre service et d'être d'abord donc dans la fonctionnalité, dans l'usage. Et bien sûr, après, parce qu'on adore ça, il y a rajouté une dimension esthétique. Thibaut, les yeux dans les yeux. Une marque, c'est quoi et ça sert à quoi? Une marque, c'est le marqueur de différenciation d'une entreprise, d'un organisme par rapport à une autre. C'est l'ADN, c'est la personnalité d'une entreprise. C'est aussi une façon de résumer de manière impactante sa proposition de valeur et surtout en quoi elle est différenciante. C'est ça aussi l'approche du designer par rapport à un communicant, c'est qu'on va être vraiment sur l'élément différenciant. Qu'est-ce qui vous différencie des autres acteurs de votre marché? Une question qu'on t'a jamais posée qui peut te gêner, mais je te la pose. Prendre la suite de son père, c'est pas facile, non? Si, c'est ni facile ni difficile en fait. C'est d'abord super excitant. Je m'y suis, je pense, bien préparé depuis quelques années. Je suis prêt à relever le challenge. D'abord parce que je ne suis pas tout seul en fait. Tu disais, tu diriges l'agence, mais en fait, je le dirige dans le cadre d'un collectif. C'est une direction générale d'ailleurs à 3 têtes. Et j'en profite pour saluer Boris et Pierre-Olivier qui sont directeurs généraux à mes côtés aussi. Et puis c'est un collectif aussi d'associés hyper impliqués. C'est la culture de l'agence derrière ces 120 personnes et qui travaillent pour nos clients au quotidien. Et puis moi je suis très fier d'orchestrer tout ça. Je t'ai connu dans un autre métier, hein, le métier du conseil. Quel est le moment de ta vie, un moment où tu dis la bascule elle est là et c'est le bon moment? Une année me vient tout de suite en tête, 2016. Et en fait, il y a 2 moments dans l'année qui ont été ce point de bascule. Le premier, ça a été la visite de notre nouvelle manufacture, la Manufacture Design, que j'invite tout le monde à aller visiter, à aller voir aussi sur les réseaux sociaux, sur notre site internet, qui est basé à Saint-Ouen. On a un ancrage très fort à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, terre olympique, rendez-vous l'année prochaine. Mais quand j'ai visité la manufacture en 2016, le jour de l'inauguration, j'ai été bluffé par la vision d'Olivier, incarné par ce projet d'agence ouverte sur son quartier,
multi-usages, et puis extrêmement inspirante avec son jardin tropical qui était un clin d'œil à la filiale qu'on a eue au Brésil pendant quelques années. Et là, je me suis dit que c'était très excitant comme projet et que c'était le bon moment aussi pour la rejoindre. Parce que le deuxième moment aussi dans cette année 2016, c'est qu'il y a eu une démarche des associés aux côtés d'Olivier, personnel, de venir me chercher, de me proposer de rejoindre l'aventure Sagaies. Et après une dizaine d'années, effectivement, tu l'as dit, dans le conseil, je me sentais prêt et je voyais bien ce que je pouvais apporter à l'agence. Rendons ce bel hommage aussi à ton père, Olivier, qui a, ce que je dis souvent, cette en avant sur les tendances, cette vision, ce point GPS loin, qui t'a transmis. Et puis, cette relation père-fils au quotidien, on la vit comment? Ah ben, c'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est ça qui est génial. Il y a de l'émotion, il y a aussi de la raison, parce qu'il faut aussi prendre avec beaucoup de sang-froid des décisions qui sont importantes. On a 120 salariés derrière nous. C'est une belle responsabilité. C'est pas une lourde responsabilité, c'est une belle responsabilité. 100 salariés avec une grande diversité, non? Et la diversité, c'est important chez toi. Hein. Oui, la diversité, c'est important. Et, si tu veux, la diversité des origines, la diversité des nationalités, c'est même pas un sujet. C'est évident. Encore plus quand on est designer, on doit être ouvert sur toutes les cultures, d'où qu'elles viennent. C'est extrêmement important encore une fois, un designer rend service aux gens, donc doit connaître tous les usages. Quand on travaille pour un aéroport au Japon ou pour un grand hôtel aux États-Unis, il faut connaître les usages spécifiques à ces zones géographiques. Mais la diversité, je dirais, surtout chez nous, l'une de nos valeurs cardinales, on en a 3, mais peut-être la première, c'est la curiosité. Faire preuve de curiosité, c'est aussi dans notre méthode de travail, c'est la diversité des regards, la diversité des points de vue. Souvent dans un projet, il va y avoir une équipe bien sûr dédiée, mais à un moment donné du projet, pour prendre du recul, pour l'ouvrir, pour challenger aussi notre proposition créative, on va faire appel à un autre designer, à un architecte, à un consultant, pour apporter un regard qui vient de l'extérieur et qui va challenger notre proposition et la rendre plus innovante encore. Curiosité, tu le disais, c'est justement souvent l'objet des jeunes, et c'est la question nouvelle génération. Bonjour John. Bonjour Patrice. Bonjour Thibaut. Bonjour John. La question que je vais te poser, pour la nouvelle génération mondiale, la dimension RSE est au centre de toutes les réflexions. Cela vous a-t-il poussé à repenser ou à concevoir vos projets de manière différente? Oui, mais ça ne nous a pas poussé, on l'a fait, j'ai envie de dire, de nous-mêmes. On est presque une ETI, on n'est pas vraiment une ETI, mais la caractéristique des ETI, c'est qu'elles font du RSE depuis longtemps sans le savoir ou sans forcément le dire. Et nous, on est dans le faire, et maintenant, il est temps aussi de le dire et de le partager. On monte en puissance dans l'accompagnement notamment de l'empreinte carbone et de l'empreinte environnementale de nos projets de lieux de marque. Ça, c'est extrêmement important. Mais pour être conseil chez nos clients, il a fallu se renforcer en expertise, notamment au travers de notre matériothèque, pour avoir la matériothèque unique à Paris, mais même en France, de matériaux biosourcés, de matériaux recyclés, avec une analyse fine de tout le cycle de vie d'un matériau. Et ça, je pense qu'on est les seuls à l'offrir. Et c'est un chemin long, en fait. Mais avant de prescrire aussi à nos clients, il faut être exemplaire en tant qu'entreprise nous-mêmes. C'est pour ça qu'on s'est installé dans un écoquartier, le plus grand écoquartier de région parisienne, les docks de Saint-Ouen. Et c'est pour ça aussi que cette année, j'ai décidé qu'on se soumette à un diagnostic carbone par un cabinet indépendant, parce que en fait, le RSE, la RSE, c'est un chemin. C'est un processus d'amélioration continue. Il y a toujours des choses à faire. Donc, à un moment donné, il faut aussi, par un tiers, se faire évaluer et voir d'où on part et qu'est-ce qu'on peut faire demain. Merci beaucoup, Thibaut Sagaies. Merci à vous. Merci.